Alors après plusieurs séances de débâcle, on avait cru à l'accalmie hier avec ce rebond et puis ça repart aujourd'hui, ça replonge aujourd'hui notamment sur les bourses européennes, 3% de baisse sur le CAC 40 à la mi-journée. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. C'est vrai que c'est cet espoir de négociation entre Trump et l'administration américaine et le Japon et la Corée, le Vietnam qui avait alimenté ce rebond boursier, mais patatras, la surenchère avec la Chine, 104% largement commenté un peu avant, de droits de douane. Fait craindre le pire et donc les marchés boursiers repartent à la baisse. Oui, et pour le coup, je ne crois pas que ça soit en fait un épiphénomène ou un élément de crise qui ferait qu'une fois que la crise est passée, on revient au point A. Aujourd'hui, clairement, en fait, sur l'ensemble des marchés actions, parce qu'attention, les marchés financiers, c'est pas que des actions, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais on est très focalisé sur le CAC 40, sur le S&P 500, mais ce n'est qu'une partie des actifs financiers à disposition en fait des le dollar, les obligations. Exactement, les produits de taux qui ont plutôt tendance à bien se comporter en fait, voilà, au regard en fait. Il y a eu une grosse volatilité sur le crédit, sur la partie taux d'intérêt. Oui, c'est vrai. Mais grosso modo, on n'est pas du tout sur les mêmes débâcles. En fait, ça a plutôt été relativement résilient, même s'il y a de la volatilité. Concrètement, en fait, on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux. Avec ce risque de contagion, d'ailleurs. Alors, plutôt par contre, d'abord, prenons sur les marchés actions. Je pense que le premier point, c'est qu'il faut comprendre qu'on est face à l'émergence d'une prime de risque politique sur les marchés actions. Revenons à ce qu'est une action. Une action, c'est devenir copropriétaire d'une entreprise. On ne l'achète pas, et ça on l'a souvent dit ensemble, hein, je ne cesse de me répéter, on n'achète pas une action, donc on n'achète pas une entreprise pour ce qu'elle a fait. Ce qu'elle va faire. Je note. Et donc pour ce qu'elle va faire. Et en fait, la réalité, c'est que cette prime de risque politique n'émerge pas quand on a des votes radicaux, enfin des votes radicaux, pardon. Oui. Voilà, donc avec de la radicalité politique, avec des nouveaux élus. Elle émerge, d'ailleurs c'est le cas, hein, puisqu'il n'y a pas vraiment de mouvement sur les marchés quand on a des hommes ou des femmes politiques qui sont de nature radicale. Par contre, elle émerge quand il y a la possibilité d'un vrai changement de règle du jeu. Et en fait, on est face à quoi? C'est pas Donald Trump qui pose souci, c'est les taxes douanières sont un élément qui change fondamentalement les règles du jeu du commerce international. Du libre-échange. Et ça veut dire quoi concrètement? Et c'est pour ça que c'est assez légitime le comportement des marchés financiers. Il n'est pas excessif. Il n'est pas excessif, non. C'est une vraie prime de risque politique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comment êtes-vous en mesure, et quel que soit l'analyste, hein, comment fait-on pour avoir une idée réaliser une prévision sur la réaction des entreprises aujourd'hui qui sont les entreprises cotées en termes bénéficiaires, en termes de profitabilité. Aujourd'hui, les changements de règles du jeu sont tellement brutaux qu'il devient très difficile d'avoir une idée de la capacité des entreprises à répondre à ce changement de règles du jeu. Et donc, par construction, et c'est toujours pareil sur les marchés actions, hein, donc encore une fois, si vous avez en fait un horizon de prévision qui se réduit, eh bien il est logique, ça veut dire concrètement qu'il est plus risqué d'aller investir dans ce type d'actifs-là, et donc naturellement, la contrepartie, si le risque est aujourd'hui plus élevé à acheter en fait ou à devenir copropriétaire d'une action, parce que vous ne savez pas comment, si elle va en gros être bénéficiaire ou pâtir de ce changement brutal de règles du jeu, eh bien concrètement, votre espérance de gain, en tout cas votre exigence en termes de rentabilité sur votre investissement est plus élevée. Concrètement, cette prime de risque-là pousse les investisseurs à vouloir bien rentrer sur les marchés actions, mais pas au niveau qui était en fait ceux des marchés actions au préalable de ce changement de règle. Donc il n'y a pas d'irrationnel dans la réaction? Non, il n'y a pas d'irrationnel. Non, mais attendez, non, il n'y a pas d'irrationnel. Quand du jour au lendemain, vous avez des taxes douanières qui émergent et concrètement qui remettent en question l'évolution même, enfin, la construction même. On retourne au niveau des années 1930. Chaînes de production, concrètement. Oui, alors, mais c'est pas tellement le niveau qui m'importe. Parce que, en fait. 25% au global en moyenne sur les droits de douane américains. Mais à la limite, c'est pas ça le sujet. On était à 5 C'est que le fait que ça change les règles du jeu et que du coup, il est difficile de savoir, de mesurer aujourd'hui concrètement qui va le plus pâtir ou jouir des nouvelles règles du jeu. Et c'est ça qui fait en fait qu'il est difficile d'acheter en fait des actions. C'est vraiment l'imprévisibilité de la radicalité du changement. C'est pas son ampleur. À la limite, ça, c'est peu importe parce que, attention, et là, vous verrez, ça ressemble un peu d'ailleurs en fait à la guerre entre la Russie et l'Ukraine en termes d'impact sur les marchés. Qu'est-ce que ça veut dire la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Ça veut dire qu'on remet en question des chaînes d'approvisionnement d'un point de vue énergétique qui étaient organisées comme cela depuis de nombreuses années. Donc ça veut dire qu'on savait comment ça s'organisait. À partir du moment où vous ne savez plus s'il sera possible de maintenir ces chaînes d'approvisionnement, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous réduisez en fait la voilure parce que le risque a une probabilité plus forte en fait de se révéler. Et donc naturellement les actifs risqués sont ceux qui en pâtissent le plus. On est grosso modo en fait un petit peu en fait dans ces circonstances. Est-ce qu'il y a ou pas un bras de fer qui se joue en ce moment entre Trump et les marchés financiers? Parce que on a souvent dit que les marchés financiers servaient de corde de rappel aux bêtises que font parfois les politiques. Alors déjà, premier élément, tout de même, actons le fait que Donald Trump est d'une prévisibilité quasi inédite, à savoir que tout ce qu'il fait, il l'a dit au préalable. Et d'ailleurs,
souvent les Européens, malheureusement, voient le monde tel qu'ils aimeraient en fait qu'il soit. Donald Trump, il exerce une stratégie claire, non coopérative au niveau international pour défendre les intérêts des Américains, tels qu'ils le jugent. Ça fait 30 ans. 30 ans, il suffit d'écouter les discours qu'il portait en fait dans les années 90 sur le sujet du protectionnisme, sur les difficultés associées en fait. Donc il ira jusqu'au bout. Il ira évidemment jusqu'au bout. Mais d'ailleurs, attention. Mais quel bout pour alors, gagner quoi? Le bout pour gagner en fait. Parce qu'on voit plein de patrons américains influents qui commencent à prendre un peu leur distance. Oui, bien sûr. Oui, mais attention, en fait, vous savez, en fait, la question fondamentale, c'est aujourd'hui, est-ce que Donald Trump est dans une stratégie en fait de captation du pouvoir? La réponse est non, il l'a. Donc aujourd'hui, il est dans une stratégie en fait d'exercice du pouvoir. Revenez en fait au discours d'investiture en fait de Donald Trump. À qui fait-il référence? Ça fait 10 ans que j'explique en fait que la situation ou l'époque actuelle ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de la fin du 19e siècle. J'imaginais pas que le nouveau président des États-Unis, Donald Trump à l'époque, se réclamerait de qui? De William McKinley, dernier président des États-Unis à la fin du 19e siècle, qui a été élu 2 fois et qui est en gros, la fin de son mandat, c'est en 1901, assassiné en fait par un opposant, peu importe. Mais en fait, c'est quoi William McKinley? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui caractérise sa politique? Les droits de douane. Protectionnisme, assumé, et quoi d'autre? Une guerre contre l'Espagne, vous savez pourquoi? Parce que l'Espagne ne voulait pas lui vendre Cuba. Tout simplement. Ça ressemble quand même méchamment à ce que veut faire finalement Donald Trump avec le Groenland, voire même avec les relations qu'il veut instaurer avec le Canada et le Mexique. On est sur un projet politique clair McKinley, à la fin de sa vie, a dit que c'était une bêtise, les droits de douane. Alors, à la fin de sa vie, oui, mais la fin de sa vie était brutale. Oui, voilà. Non, mais vers la fin en tout cas. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas McKinley qui est intéressant, c'est la suite. Et vous avez raison pour le coup. Alors maintenant, notre point de vue sur l'efficacité des droits de douane. Pour le coup, il sera relativement faible parce que notre perception des choses, c'est qu'en fait, on ne fait pas regagner en compétitivité son économie si véritablement le seul vrai levier qui permet de faire regagner en compétitivité, c'est les taux de change. Et pour véritablement que les États-Unis rééquilibrent leur balance commerciale, c'est pas en fait via les droits de douane. Tout ça, c'est une chimère parce qu'il y a un contenu récessif bien plus important qu'inflationniste. D'ailleurs, tous les gens disent sur l'énergie. Il n'y aura pas d'inflation. Enfin, c'est notre point de vue, c'est ce qu'on explique. Ceux qui disent qu'il y aura 4% d'inflation cette année aux États-Unis. Mais en fait, de quoi parle-t-on? Il peut y avoir de l'inflation sur des produits achetés par les Américains, mais l'inflation macroéconomique, c'est celle qui se diffuse sur l'ensemble en fait des biens et services aux États-Unis. Donc l'inflation va pas aux États-Unis. Non, cette inflation des biens sera compensée par une déflation des services parce que les gens n'ont pas les moyens d'acheter plus ou d'acheter plus cher aujourd'hui. On n'est plus il y a 2 ou 3 ans. Pourquoi inflation des services? Il n'y a pas de droit de douane sur les services? Non, mais parce que si en fait les Américains achètent plus cher un certain nombre de choses dont ils ont besoin, ils n'auront plus assez pour acheter le reste. Et donc il y aura un arbitrage, c'est ça en fait. Il faut faire toujours très attention. On peut avoir de l'inflation micro, à savoir sur un certain nombre de produits de manière évidente, mais que ça ne se traduise pas en inflation macro, parce que ça c'est une règle de 3, il ne faut pas que déshabiller Paul pour habiller Jacques, c'est le scénario dans lequel nous nous trouvons, et c'est pour ça que les marchés réagissent aussi à cela. Est-ce qu'il y a ou pas, il y a un bras de fer qui va se jouer, qui est en train de se jouer? Est-ce que pendant tout son premier mandat, Trump ne parlait que de Wall Street maintenant, en gros il s'en fiche? Mais parce qu'il n'y a plus de troisième mandat, parce que voilà, c'est fini. On n'est plus, encore une fois, oui, mais dans une stratégie de captation du pouvoir, surtout qu'il vient d'être élu. Mais d'exercice du pouvoir, il implémente la politique qu'il souhaite implémenter. Attention, juste simplement pour vous dire que les droits de douane, probablement, on n'arrivera pas à cela. On l'a déjà évoqué ensemble sur ce plateau. Notre conviction, c'est que cette guerre commerciale va se traduire à un moment donné par une guerre d'échange. Et j'en rappelle toujours aux accords du Plaza, hôtel à New York en 1985, aux accords du Louvre. À l'époque, les excédents commerciaux étaient essentiellement captés par le Japon d'une part, l'Allemagne d'autre part. Qu'est-ce qu'ont fait les États-Unis? C'est la seule manière de vraiment regagner en compétitivité. Elles ont tordu le bras de leurs interlocuteurs pour qu'ils vendent des avoirs en dollars et faire baisser le dollar. Attention, ce n'est pas anecdotique, de 30 à 50% entre 1985 et 1990. Et c'est la seule véritable manière en fait de répondre à la question du déficit de balance commerciale. Les droits de douane, la guerre de droits de douane peut se terminer ça se traduira avec un pour deal. Nous. Oui, un deal, voilà, mais de manière coordonnée et forcée, en fait, le dollar. Et donc, concrètement, vous y croyez vraiment à ça? C'est déjà arrivé, oui. Et d'ailleurs, en fait, concrètement, les accords de Mar-a-Lago, en fait, ils sont toujours prononcés comme les nouveaux accords du Plaza. Revenons toujours, là encore une fois, c'est déjà écrit, c'est dit. L'échec des droits de douane quant à leur capacité à résorber le déficit commercial amènera forcément à une tension sur les taux de change. Donc il n'y a pas d'accalmie, ce qu'on a vécu hier, c'est pas, voilà, il n'y a pas d'accalmie boursière. Alors, attention, on est sur une prime de risque, ça veut dire que grosso modo on est sur une tendance baissière. Il faut en fait que tous les marchés américain qui est rentré en bear market. Le voilà, s'ajuste. La question fondamentale. Par rapport à ses plus hauts. Attention, la question fondamentale, c'est qu'on est déjà, en fait, aujourd'hui, on a déjà reconstitué une forme de prime de risque. C'est-à-dire quand vous allez sur les marchés actions à dividendes constants, eh bien le rendement des actions est forcément revalorisé vu que les prix ont baissé de 20%. Donc on a déjà une prime de risque qui sont mobilisées. La suite en termes de tendance, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il est très peu probable qu'on reprenne
revienne en fait, ou qu'on remonte pour réatteindre en fait les niveaux d'avant, parce que le monde a changé. Jusqu'où on baisse si Trump reste inflexible sur les droits de douane? Eh bien, il va falloir mesurer progressivement. Le risque principal, c'est qu'on peut baisser jusqu'à, et là vous avez raison, c'est probablement, c'est pas un bras de fer entre Trump et les marchés, c'est un bras de fer entre les marchés et les banques centrales. C'est ça le vrai sujet. C'est qu'en réalité, là, il y a deux pilotes d'une économie, quelle que soit l'endroit du monde. Il y a le pouvoir budgétaire, le pouvoir législatif, celui qui fixe les règles du jeu. Là, on est face à une radicalité dans ce domaine-là. Et en face, il y a le pouvoir monétaire. Il est possible, et même il est probable, comme c'est arrivé à plein de reprises, que les marchés entraînent, en fait, soient entraînés vers le bas par les investisseurs, parce que ce qu'ils veulent avoir comme certitude, c'est que la Fed baissera ses taux. Et là, voilà, toujours en fait le market friendly. Si la Fed ne baisse pas ses taux, Wall Street s'écroule. Taux, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que les taux en fait soient en fait le levier le plus important aujourd'hui. Le vrai levier en fait, c'est le quantitative easing. C'est se mettre en gros à soutenir les projets en fait, de soutien budgétaire à venir, qu'ils soient en Chine, en Europe ou aux États-Unis, avec du rachat en fait, de dette. Vous allez un peu vite là. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce qu'a fait la Fed il y a 3 semaines, 2-3 semaines? Qu'est-ce qu'elle a annoncé? Elle a réduit son quantitative tightening de 25 milliards par mois à 5. On est déjà là. Le rétrécissement de son bilan. Bien sûr. Donc, mais ça veut dire concrètement qu'on est déjà en train de sortir de cette politique-là et ça amorce naturellement. Alors, la question, c'est quand? Et là où les marchés en fait, peuvent aller en fait, entraîner en fait, les marchés actions vers le bas, vous savez qu'aux États-Unis, il y a une sensibilité au marché actions qui est décuplée par rapport à chez nous. Chez nous, personne n'en a. Enfin, en Europe, personne n'a des actions. Donc, concrètement, tout le monde s'en fout. Ce qui est important chez nous, c'est l'immobilier et les obligations. Ouais. C'est ça le vrai sujet. On a un modèle qui tourne autour de ça. Aux États-Unis, les actions, vous avez une sensibilité, un effet richesse qui se traduit en fait en un patrimoine de tous les Américains ou des plus riches uniquement? Plutôt des plus riches, évidemment. Donc, les 10% en fait, les plus riches. Alors, de mémoire, je ne sais plus, mais je dirais une bêtise. Mais là encore, on a les 80-20. Les plus riches, j'ai déjà dit, mais c'est 50% de la consommation aux États-Unis. Voilà. Et donc, essentiellement les plus riches, bien évidemment, parce que les patrimoines financiers sont, même s'il y a des fonds de pension et tout le monde en a, mais les proportions les plus importantes sont évidemment sur les plus grandes fortunes. Bon, mais il n'empêche tout de même que... Ça ne concerne pas l'Américain moyen. Si, parce qu'à travers en fait, cette difficulté qu'on peut rencontrer, le marché de l'immobilier en général, dans ces cas-là, en fait, ne monte pas. Si vous n'avez pas en fait, une politique monétaire qui limite l'effet siphon du déficit budgétaire, c'est tous les actifs privés qui chutent. Et donc l'immobilier également. Et donc votre point, c'est que... Et juste pour vous dire pourquoi c'est un point important, c'est parce qu'aux États-Unis, vous savez que lorsque l'immobilier monte, eh bien, vous pouvez aller voir votre banque pour renégocier en fait, d'un crédit conso pour pouvoir consommer. Donc c'est très différent de chez nous, donc c'est beaucoup plus financiarisé. Donc le vrai sujet, c'est qu'en fait, là, en l'occurrence, la Fed ne laissera pas en tout cas, ne prendra pas le risque de laisser le bébé partir avec l'eau du bain, y compris pour des questions de posture politique. Donc, elle n'aura pas le choix. Donc, ce sera le Fed put. Il y aura toujours cette protection de la Fed qui empêchera... Ma question, pardon, c'est très court-termiste, mais qu'est-ce qui se passe dans les prochains jours et semaines sur les marchés boursiers? Pas le boule de cristal. Non, mais est-ce qu'on est reparti? Si on reste sur la séquence actuelle qui s'apparente tout de même à une escalade, c'est ce qu'on avait dit au préalable, si ça ne bouge pas, il n'y a pas de réponse et qu'on reste sur les niveaux initiaux, en gros, c'est un P sur une toile cirée, concrètement, tout le monde s'en fout. Toile cirée mouillée. Voilà, n'est-ce pas? Mais en grosso modo, là, on n'est plus du tout sur des ordres de grandeur qui sont anecdotiques. Les règles du jeu changent radicalement. En face, en plus, on a une tentative d'escalade. Tout ça crée évidemment un environnement extérieur qui est fondamentalement défavorable. Comme en 2009, comme en 1987, comme au moment du Covid, on peut perdre 20, 30, 40% encore sur les bourses. Bien sûr. Alors, sur les vrais marchés, si vous voulez avoir quelques éléments de référence, parce que les gens ne les auront pas toujours en tête, entre mars 2000 ou septembre 2000 et mars 2003, les marchés actions, que ce soit français ou américains, ont baissé de 56%. Ouais. Entre 2007 et 2008, voilà, 2009, mars 2009, 56% pareil en fait. Voilà, donc un vrai marché baissier qui dure un certain nombre d'années. Voilà. Mais attention, on a fait un petit tiers du chemin là. Attention, à l'époque, nous n'utilisions pas les politiques monétaires comme un élément de stabilisation. Ça a été qu'en 2009 où on a vraiment commencé à le faire. Donc on n'est quand même pas dans cette situation-là. Maintenant, les épisodes les plus récents qui ressemblent à ce qu'on a vécu, c'est crise sanitaire et guerre entre la Russie et l'Ukraine. Voilà. Sauf que là, probablement le degré d'imprévisibilité est plus important parce que guerre entre la Russie et l'Ukraine, ça ne touche que les chaînes d'approvisionnement énergétique. Là, on est sur une transformation du modèle de production au niveau mondial. C'est-à-dire que la dissémination à l'ensemble des entreprises quant à notre capacité à savoir comment elles vont réagir est beaucoup plus difficile. Donc on est entre l'impact qu'on peut avoir. Sur le court terme, oui, mais il faut considérer que la prime de risque politique, aujourd'hui, il faut pas nier la réalité, rend très difficile la tâche de savoir comment les entreprises vont réagir. Et je rappelle tout de même que si les marchés actions, en réalité, sont bien comportés depuis un certain nombre d'années, c'est parce que depuis très longtemps, elles n'ont jamais déçu sur le plan microéconomique. Là, aujourd'hui, à travers des marges qui seront sous pression parce que les gens auront moins d'argent
pour acheter donc chiffre d'affaires sous pression et des coûts de production susceptibles de monter à travers les taxes douanières, vous avez en fait des marges qui font que, naturellement, on peut être plus inquiet quant à... Et c'est ça la réalité des marchés actions, je le répète, on achète une entreprise pour ce qu'elle va faire dans la vie réelle. Et donc c'est sa profitabilité qui est en fait le nerf de la guerre. Et là, la vraie question, c'est est-ce que l'épisode actuel, ce changement de règle du jeu, altère ou non la capacité et la profitabilité des entreprises. Oui, et donc naturellement, la prime de risque est logique. Et quand les gens disent « oui, mais vous voyez, regardez, les marchés sont moins chers », c'est parce qu'ils sont moins chers par rapport aux anticipations de profit qui étaient avant le changement de règle du jeu. Donc si vous êtes passé, par exemple, de 20 en termes de PR, c'est-à-dire 20 années de bénéfices, vous achetiez jusqu'à maintenant 20 années de bénéfices une entreprise, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est court sur bénéfices. Si vos bénéfices baissent de 10% et que les marchés ont baissé de 10%, en fait, vous continuez de l'acheter 20 années de bénéfices. Donc concrètement, l'environnement extérieur nécessite d'être pris en considération dans les allocations d'actifs et naturellement, dans ce type de marché, on vient plutôt préférer en fait les actifs du cœur, des obligations. Donc hier, c'était un rebond technique. C'est un rebond technique. Attention, dans les bear markets, sachez tout de même que les rebonds techniques, ça peut atteindre une dizaine de pourcents. Hein. Ça peut être violent. Mais ça n'altère pas en fait une forme de tendance baissière. On est marché baissier. On finit là-dessus. Force est de constater qu'on l'est. Aux États-Unis. Qu'on l'est. D'une certaine manière, oui, mais l'Europe suit. Les gens qui pensaient qu'il y aurait un découplement entre l'Europe et les États-Unis en sont pour leurs frais. Voilà, et c'est jamais arrivé, ça peut arriver temporairement, mais jamais durablement. Pour en sortir, et je le répète, la balle est dans le camp des banques centrales et elles vont avoir une très très grosse pression parce que si elles ne le font pas, elles risquent de prendre la responsabilité derrière, quand on aura passé en fait cette époque, de se dire c'est à cause de moi si le bébé est parti avec l'eau du bain et si l'économie mondiale est vraiment partie. Dernière question en 30 secondes. Donald Trump fait marche arrière pour ses droits de douane, si. Je ne vois pas ce qu'il ferait en fait, ou le ferait en fait, faire marche arrière. Il a tout dit ce qu'il ferait. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai changement. Avec quel objectif? C'est vraiment relocaliser, c'est vraiment financer ces baisses d'impôts par des droits de douane? Deux choses. Un premier objectif comptable, qui est celui effectivement de rapatrier des unités de production. Et il n'est pas faux qu'un déficit commercial important, c'est concrètement en économie, en fait, une part de la demande interne qui est captée par quelqu'un d'autre. Oui. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, qui est plus profond, et là aussi qui s'est lu en fait, au cours des 10 dernières années, il y a une vraie évolution aux États-Unis, une volonté assumée de reprendre finalement une posture beaucoup plus impérialiste que par le passé. C'est-à-dire que c'est une puissance hégémonique et aujourd'hui, elle ne la feint pas. Elle veut l'assumer. Et il veut des recettes douanières, il veut des recettes fiscales pour financer ces baisses d'impôts. Alors ça, pour être honnête, je pense que le vrai sujet en fait est ailleurs et c'est d'abord la Banque centrale qui détient en fait les clés parce que en fait même les taxes douanières suffiront pas pour pouvoir en fait assumer ces baisses d'impôts. 600-700 milliards d'euros par an. Oui, mais enfin ça comble pas le déficit public et si vous laissez les taux d'intérêt, je suis désolé, mais si vous laissez les taux d'intérêt à 4% ou à 4,5%, en fait avec un refinancement de 11% de PIB plus 7% de déficit public, c'est 18% de PIB à financer à 4%, vous verrez à quel point les recettes fiscales avec une croissance qui sera étiolée en plus. Voilà, donc non, le calcul, en fait, tout ça n'est possible qu'à la condition où la Banque centrale soit alignée. Pour l'instant, elle ne l'est pas complètement. Non, pas vraiment, non. Mais bon, si on regarde un petit peu ce qu'ont fait les États-Unis au cours des 20 dernières années, ce sont des très grands pragmatiques. Et on n'imagine pas, en fait, qu'il puisse y avoir un combat durable entre le pouvoir budgétaire et le pouvoir monétaire aux US. Alors, on en reparlera. Merci beaucoup. Explication signée Pierre Sabatier, président du cabinet de PrimeView. Merci Pierre. Merci David.